du studio Kalangu, le forum 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 du studio Kalangu. Il est 18h passé de 15 minutes dans le studio Kalangu. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de studio Kalangu qui sont diffusés par nos 45 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes qui sont aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangu, notre site internet www.studiokalangu.org et sur WhatsApp. Bienvenue donc dans le forum de Studio Kalangu qui a pour thème l'alimentation des nourrissons en période de Covid-19, cas de l'alimentation de l'allaitement maternel. L'allaitement maternel est, selon les spécialistes de la santé, le meilleur moyen d'apporter aux nouveau-nés les nutriments dont ils ont besoin. L'OMS recommande l'allaitement au sein exclusif du nourrisson jusqu'à l'âge de 6 mois et de poursuivre ensuite jusqu'à l'âge de 2 ans au moins en l'associant à une alimentation de complément qui convient. Dans le contexte de la pandémie de Covid-19 qui sévit dans le monde, nombreuses sont donc les mamans qui s'inquiètent et s'interrogent sur la bonne pratique de l'allaitement pour leurs enfants. Alors, les mamans doivent-elles allaiter pendant la pandémie de la Covid-19? Quelles sont les précautions qu'elles doivent prendre pour éviter la contamination entre maman et bébé? Quels sont les autres compléments alimentaires bénéfiques pour le bébé? Ce sont assez grandes interrogations et il y a bien d'autres que nous tenterons de trouver réponse au cours de ces 45 minutes. Pour cela, nous recevons dans ce studio Madame Diakité, nutritionniste à la direction de la nutrition. Bonsoir. Bonsoir. Nous recevons aussi Dr Aïssa Soumana, spécialiste en nutrition à l'UNICEF. Bonsoir. Bonsoir. Dr Maria Massidi, elle est pédiatre. Bonsoir. Bonsoir. À la présentation, le fils Adam Sirfo. Alors, merci chers invités d'être venus. Avant de rentrer dans le vif du sujet, présentez brièvement les institutions que vous représentez ainsi que leur mission. Je commence par vous, Dr Aïssa. Vous représentez l'UNICEF. Présentez-nous l'UNICEF en quelques minutes. Je remercie aussi pour l'opportunité d'avoir ce forum pour discuter d'une question très importante qui est l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. L'UNICEF au Niger et à travers le monde œuvre pour le bien-être des enfants. Donc nous sommes une organisation qui travaille pour prendre en compte et répondre aux privations des enfants partout où ça se passe dans le monde. Nous travaillons dans le domaine de la santé, de la nutrition, de la protection de l'enfant, de l'éducation et aussi du WASH. Donc, partout où les besoins des enfants se font sentir, nous intervenons là-bas. D'accord. Merci. Alors, Madame Hamsatou Diakité, vous êtes nutritionniste à la direction de la nutrition. Présentez-nous votre institution. Donc, merci Nafissa. La direction de la nutrition est une direction du ministère de la Santé publique. Elle a en charge la surveillance alimentaire et nutritionnelle sur tout le territoire nigérien. Elle assure également la prévention et la prise en charge des maladies nutritionnelles. Elle œuvre aussi dans la sensibilisation, la communication, en tout ce qui est aspect à la nutrition. Donc, voilà. Merci à vous, docteur Mariama Sidi. Je viens vers vous, vous êtes pédiatre. Quel est donc le rôle du pédiatre? Le pédiatre, tout d'abord, je viens du centre hospitalier régional de Niamey, donc, où j'exerce donc cette fonction de pédiatrie. Le pédiatre, son rôle, c'est la promotion de la santé de l'enfant. Et qui dit donc santé de l'enfant, c'est tout le bien-être de l'enfant. Ça peut le curatif, le préventif, donc le nutritionnel, tout. Exactement. D'accord. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour vraiment parler de l'alimentation du nouveau-né dans ce contexte de Covid-19. Tout d'abord, dites-nous en tant que pédiatre, quels sont les besoins nutritionnels du nouveau-né, le nourrisson? C'est comme vous l'avez dit en introduction, le nouveau-né, dès qu'il naît, il n'a besoin réellement que du lait maternel. Parce que le lait maternel, il couvre tous les besoins du nouveau-né en matière donc de nutrition, ce qui est glucides, lipides, protéines, oligo-éléments, vitamines. Il renferme aussi donc des anticorps
qui vont protéger l'enfant, les acides aminés pour sa croissance. Et donc, c'est juste du lait maternel qu'il a besoin, en tout cas à la naissance, jusqu'à l'âge de 6 mois, comme vous l'avez si bien dit, puisqu'il couvre à 100% les besoins de l'enfant à cet âge-là. Donc, l'allaitement maternel demeure la meilleure alimentation pour le tout nouveau-né. Exactement. Mais l'allaitement maternel, même en tant que tel, c'est quoi exactement l'allaitement maternel? C'est quoi exactement? L'allaitement maternel, en fait, c'est le fait que le bébé bénéficie donc du lait de sa mère. Du lait, ça peut être de sa mère ou d'une mère, mais que l'enfant soit nourri avec du lait maternel. Et juste après l'accouchement, à quel moment la maman doit commencer à donner le sein à son bébé? La maman doit commencer à donner le lait à son bébé. En fait, elle doit commencer l'allaitement maternel immédiatement après la naissance. Généralement, dans les 30 minutes qui suivent la naissance, il faut faire cette mise au sein. C'est sûr que tout de suite, le lait ne va pas descendre, mais ça déclenche le processus donc, de la production de lait. Et cette donc, mise au sein va favoriser rapidement la montée laiteuse et le lait va venir donc, dans les quelques heures à jour qui suivent. D'accord. Nous allons revenir vers vous, docteur, le temps de donner la parole à docteur Aïssa. Alors, depuis la mi-décembre, nous savons que la pandémie de la COVID-19 affecte presque tous les pays du monde entier. Et la COVID-19, c'est une maladie infectieuse qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, peut entraîner des infections respiratoires chez l'être humain dont les manifestations vont du simple rhume à des maladies plus graves comme le syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Cependant, on sait que nombreuses sont les mères qui s'inquiètent ou s'interrogent sur la bonne pratique de l'allaitement maternel. Docteur Aïssa, que dire donc à ces mamans? Merci. Donc, ce qu'il faudrait dire à ces mamans, c'est que l'allaitement maternel demeure la meilleure alimentation pour l'enfant, même en période de crise, que ce soit sanitaire ou autre. Donc, l'allaitement maternel contient des anticorps, comme Dr Marie l'a si bien dit, qui protègent l'enfant contre les infections. Donc, raison de plus dans ce contexte de Covid que les mamans continuent d'allaiter leur enfant. Sans aucun risque. Sans aucun risque. Maintenant, pendant cette période de Covid, une maman allaitante doit prendre les mesures avec le distance. Si la maman n'est pas infectée, elle n'a pas besoin de prendre des mesures avec son enfant. Mais si la maman est suspectée ou bien elle est infectée du Covid, elle doit prendre des précautions avant d'allaiter son enfant, c'est-à-dire elle doit porter un masque ou bien une bavette, elle doit se laver les mains avant d'alimenter son enfant et elle doit respecter, quel que soit son statut, elle doit respecter la distanciation avec les autres. Elle doit garder la distance sociale avec les autres de 1 mètre, avec les autres membres de la famille ou bien avec des visiteurs ou autres personnes. Elle et son enfant doivent garder cette distance-là. Elle doit pouvoir, si elle est infectée, elle doit pouvoir continuer les mesures de protection, c'est-à-dire la bavette, se laver les mains au savon ou bien utiliser un gel hydroalcoolique et aussi désinfecter les surfaces qu'elle aurait touchées après avoir touché son bébé et avant de le toucher et après l'avoir touché. Donc, à comprendre qu'elle soit infectée ou bien qu'elle présente même les symptômes du coronavirus, la maman doit continuer d'allaiter son bébé juste en respectant seulement les mesures d'hygiène. Bien sûr. Alors, Madame Diakité Hapsatou, vous êtes nutritionniste à la direction de la nutrition de Niamey. Comme l'a expliqué Dr Mariama, la pédiatre, l'allaitement maternel demeure la meilleure alimentation pour le nouveau-né de par les nutriments, qu'il contient. Donc, dites-nous quels sont les apports nutritifs du lait maternel. Donc, effectivement, le lait maternel contient tous les éléments nutritifs dont le bébé a besoin pour bien croître. Il contient, comme l'a si bien dit Dr Marie, il contient des glucides, des lipides, des protéines, des sels minéraux et toutes les vitamines dont le bébé a besoin pour bien croître. Et mieux encore, il contient jusqu'à 88% d'eau, donc de l'eau nécessaire pour étancher la soif de l'enfant. Donc pour les besoins de l'enfant, on peut dire que de 0 à 6 mois, le lait maternel répond entièrement
aux besoins de l'enfant. C'est-à-dire, il couvre 100% des besoins de l'enfant. Donc, on peut dire qu'à ce stade-là, on ne doit ajouter aucun complément alimentaire? Il n'y a pas nécessité d'ajouter de compléments alimentaires pour l'enfant de 0 à 6 mois parce que nous venons de dire que le lait maternel contient tous les éléments nutritifs dont le bébé a besoin pour bien croître. Donc, je disais, de 0 à 6 mois, il couvre 100% des besoins de l'enfant. De 6 à 9 mois, le lait maternel couvre la moitié des besoins de l'enfant. Donc, c'est pourquoi à partir de 6 mois, il faut apporter une alimentation de complément adéquate. Donc, de 9 mois à 24 mois, le lait maternel couvre le tiers des besoins de l'enfant, d'où la nécessité de continuer l'alimentation de compléments sûrs et adéquats. D'accord. Alors, docteur Mariama, vous êtes pédiatre, je reviens vers vous. L'allaitement maternel, on sait qu'en allaitant, c'est un lien affectif qui se crée entre la maman et le bébé. Donc, cet allaitement, comment la maman doit le faire? Qu'est-ce que vous recommandez aux mamans juste après l'accouchement? Comment la maman doit allaiter son bébé? En fait, ça dépend de l'accouchement. Donc, si c'est un accouchement par voie basse, tout de suite, la maman, elle peut aisément s'asseoir, allaiter l'enfant. Donc, il y a quand même une position. Il y a une position respectée, des positions même. Il y a plusieurs positions, mais la plus connue, c'est la berceuse. Donc, elle respecte cette position. Et puis, en plus de la position, l'enfant aussi, elle doit s'assurer que l'enfant prend bien le sein aussi. Oui. Voilà. Et elle doit s'assurer que l'enfant suce aussi bien. Donc, il y a la bonne position, il y a la bonne prise et la bonne succion qui doivent être assurées pour un bon allaitement maternel. D'accord. Elle doit aussi stimuler le bébé pour garder ce lien affectif au cas où le bébé ne répond pas bien. Comment ça se passe? Oui, parce qu'il faut dire quand même que le bébé dort beaucoup plus qu'il n'est réveillé. Voilà. Donc, puisqu'on recommande d'allaiter fréquemment, et si on doit allaiter fréquemment, donc c'est une histoire de 8 à 12 fois par jour. Ne pas attendre que le bébé pleure ou manifeste même des signes. Toutes les 2 heures, elle peut le réveiller, le stimuler justement pour l'allaiter. Et je disais tout à l'heure qu'elle pouvait s'asseoir, mais elle peut aussi se coucher, surtout quand elle est césarisée ou qu'elle a des douleurs. Donc, elle peut se coucher, allaiter aussi. Il y a une position pour ça. L'enfant peut être stimulé s'il est somnolent. On ne doit pas attendre qu'il pleure parce que c'est un signe tardif quand même de la faim. D'accord. Oui. Ajouter aussi, c'est que dans le cadre de la stimulation de l'enfant, l'allaitement est déjà un geste qui entre dans le développement de l'enfant. Ça veut dire que ça rentre dans son développement psycho-cognitif. Le fait, quand on allaite, la bonne position, c'est de regarder l'enfant dans les yeux. Et ça entraîne déjà une stimulation et ça crée le lien entre la mère et l'enfant. Le fait que déjà dès l'accouchement, l'enfant est mis dès la table d'accouchement en contact pour rapport avec sa mère est déjà aussi un acte de stimulation qui permet de stimuler l'enfant et aussi de créer le contact avec la mère. Et même pendant tout l'allaitement, la position, c'est que l'enfant aussi est en contact avec sa mère et ça crée des liens. Et c'est pour ça qu'on demande à la femme, quand elle allaite l'enfant, la bonne position, c'est de regarder l'enfant dans le jeu, elle peut un peu jouer avec l'enfant. Et cette stimulation, ça permet le développement du cerveau de l'enfant et c'est ce qui fait que ça permet un bon démarrage de l'enfant dans la vie. Ce qui fait que même à l'âge adulte, ça a été démontré que grâce à l'allaitement maternel qui stimule le cerveau, grâce à ces gestes-là, le quotient intellectuel d'un enfant allaité est différent d'un enfant qui n'a pas été allaité. Juste parce que c'est déjà un acte qui permet la stimulation de l'enfant. D'accord. Docteur Aïssa, donc il arrive souvent que les mamans aussi tirent le lait pour déposer. Soit les mamans qui partent, les fonctionnaires, il leur arrive de tirer le lait pour déposer et qui sera donné plus tard au bébé. Dans ce cas, quelles sont les mesures d'hygiène que la maman vraiment doit respecter dans ce contexte de Covid? Ok, merci pour la question. Donc, je pense que les mesures d'hygiène, ça reste les mêmes mesures d'hygiène qui sont là. Une maman, dans certains cas, par exemple, vous avez parlé de l'exemple où elle travaille, elle veut exprimer son lait pour son enfant. Donc, c'est vraiment d'exprimer le lait. Elle doit laver sa main, comme mesure d'hygiène, laver sa main avec de l'eau et du savon, utiliser une tasse propre
pour pouvoir extraire le lait. Quand elle finit d'extraire le lait, elle couvre bien la tasse, elle dépose dans un endroit clos qui ne va pas, en attendant qu'on puisse nourrir l'enfant. Et l'enfant doit être nourri avec la cuillère, avec le lait qu'elle a laissé. Donc vraiment, ces règles d'hygiène sont... Même si elle est infectée et qu'elle est très malade, elle ne peut pas allaiter. Dans ce cas-là aussi, si une maman est infectée par le Covid, si elle est infectée par le Covid et qu'elle est très malade, elle ne peut pas allaiter son enfant et qu'elle n'a pas la force d'allaiter et qu'elle voudrait quand même que son enfant bénéficie de son lait, dans ce cas, on conseillerait aussi de tirer le lait et puis de mettre dans un bol bien fermé et qu'après l'enfant va être nourri avec la cuillère. Oui, d'autres utilisent les biberons. Les biberons ne sont pas conseillés par rapport aux règles d'hygiène parce que les biberons ne sont pas très hygiéniques. Et en plus, surtout pour une maman qui travaille, elle n'est pas là pour voir comment ça se passe. Et en plus, ça crée parfois la confusion entre le sein et la tétine. Et qui fait que parfois, ça met en danger l'allaitement. Parce que l'enfant qui est parfois un peu habitué au biberon, c'est plus facile parce que le processus de l'allaitement est que l'enfant doit d'abord tirer, il doit téter, il doit sucer pour que le lait puisse monter. Même si la maman est allaitante, ça peut prendre quelques minutes. Et puis peut-être que ça dépend de la qualité de la succion et ça dépend de la position de l'enfant pour que le lait puisse venir. Donc, alors que dans le biberon, ça coule très rapidement. Il y a des mamans qui disent que je n'ai pas de lait, mais ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas de lait, mais parce que la position n'est pas bonne. Si la position d'allaitement n'est pas bonne, le lait peut ne pas venir dans le sein. Alors que si elle utilise le biberon, ça peut venir vite, donc ça peut créer un conflit, sans compter vraiment tous les risques liés aux infections dues à l'hygiène que l'utilisation du biberon va entraîner. Docteur Mariam, je reviens vers vous. Vous êtes pédiatre. Est-ce que toutes ces précautions qui doivent être prises, dont vient de citer Madame Docteur Aïssa, est-ce que vous faites part de toutes ces précautions à vos patientes, celles qui viennent d'accoucher? Comment ça se passe sur le terrain? Si, parce qu'il y a une sensibilisation qui se fait tous les jours. Et les agents de santé, depuis cet avènement du coronavirus, les agents de santé sont formés au fur et à mesure. Il faut le dire, c'est une maladie qui est quand même assez nouvelle. Donc, chaque jour, on découvre. Mais par rapport aux mesures de prévention, c'est pris. Les agents sont sensibilisés, on leur dit, puisque les dispositifs sont mis en place depuis la porte. Avant même d'arriver à la maternité, elle devrait se laver les mains depuis la porte. Elle arrive à la porte de la maternité, elles doivent se laver les mains avant d'entrer. Et quand elles arrivent, même quand elles sont assises, donc il y a les filles de salle, les sages-femmes, les infirmières, bref, tous les agents de santé sont mis à contribution pour essayer de faire respecter à ces moments les mesures barrières. Effectivement. Voilà. Donc, oui. Continue. Notamment la distanciation. Quand elles sont assises, il y a la distanciation. Les lits, les tables d'accouchement sont assez séparés. Et par rapport à l'allaitement, elles lavent les mains avant de toucher à leur bébé. Les sages-femmes les assistent. Les sages-femmes sont protégées. Les mères aussi sont protégées, mais pas les enfants, puisque les bavettes, quand on les met, justement, c'est quand on voit le mode de contamination du Covid, c'est où, comme docteur Aïssa l'a dit, et la transmission aérienne ou manuportée. Donc, le lavage des mains permet, même si on a touché donc, les surfaces qui sont contaminées, ou quand si on a toussé donc, entre les mains ou éternué ou parlé même, donc que les gouttelettes là puissent être éliminées avant de toucher au bébé. Et la mère, important, sa bavette aussi, donc ça permet une barrière, ça crée une barrière entre donc, elle et son enfant. Oui. Elle ne lui asperge pas ces gouttelettes-là qui peuvent être contaminées. Voilà. Et donc, toutes ces mesures, elles sont édictées juste après l'accouchement parce qu'on sait que vous recommandez aux mamans le contact peau à peau. Donc, c'est juste, vraiment, c'est ce qui se passe là. C'est pas juste après l'accouchement. Normalement, c'est dès les CPN qu'on leur dit. Les CPN, c'est quoi? Les consultations prénatales. C'est dans les consultations prénatales parce que déjà maintenant, nous sommes en train de sensibiliser les sages-femmes pour qu'on essaye de vivre avec cette maladie, vu que le virus est toujours là. Il est toujours là, donc on est obligé de changer le comportement. Donc la sensibilisation commence lors des consultations prénatales. Quand elle arrive à la maternité,
Donc, sur la table, on la sensibilise. On lui dit, bon, d'accord, avant de monter sur la table, tu dois laver tes mains, tu dois porter ta bavette, tu dois faire ceci, cela, à cause donc de cette infection qui est là, qui est nouvelle et où on doit limiter la propagation pour que le bébé et les autres donc ne soient pas contaminés. D'accord. Donc c'est à tout moment la sensibilisation. Ça se fait dans la maternité, ça se fait si l'enfant continue au service de néonatologie, ça se fait à tout moment lors des consultations, etc. Alors, Madame Diakité, je reviens vers vous. Vous êtes nutritionniste. Au cours de l'allaitement, est-ce qu'il y a des quelconques aliments qui sont recommandés à la maman pour qu'elle mange, pour le rapport nutritionnel, pour être bénéfique au bébé, quoi? Est-ce qu'il est recommandé à la maman de manger un tel nombre d'aliments? Comment ça se fait? Eh bien, pour les femmes allaitantes, la recommandation majeure demeure une alimentation équilibrée et variée. C'est quoi donc l'alimentation équilibrée et variée qui répond aux différents groupes d'aliments que nous connaissons. Donc, une alimentation qui va être riche en lipides, riche en protéines, riche en glucides aussi, et en respectant aussi toutes les vitamines, n'est-ce pas, dont elle a besoin. Parce qu'en ce moment-là, elle allaite, ça veut dire qu'elle doit couvrir non seulement ses besoins nutritionnels, mais également les besoins nutritionnels de l'enfant. Oui, est-ce que vous pouvez nous citer quelques noms d'aliments, quelques exemples d'aliments qu'elle peut manger, riches en lipides, protéines? Tout ce qu'elle peut manger, en fait, c'est tout ce qui correspond à notre alimentation locale, c'est-à-dire les aliments de base, comme les céréales, par exemple. Et il y a la viande, le poisson, le lait. Et il y a également les graisses, les huiles qu'elle doit aussi manger, n'est-ce pas? En n'oubliant pas, bien sûr, les fruits et légumes riches en vitamine A, qui sont surtout les fruits de couleur rouge et orangée. Mais vous savez, il n'y a pas d'aliments spécialement recommandés pour la femme allaitante. Comme je l'ai dit, la recommandation majeure demeure une alimentation répondant à tous les groupes d'aliments. Donc aussi, une autre recommandation, c'est que la femme allaitante doit augmenter le nombre de repas qu'elle prend habituellement. C'est-à-dire que nous avons tous trois repas par jour, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Mais pour la femme qui allaite, qui doit répondre à ses besoins et combler ceux de son enfant, doit augmenter 2 autres repas en plus des 3 repas quotidiens. C'est-à-dire qu'au total, la femme doit avoir 5 repas. 5 repas. Mais oui. Maintenant, ce qui est privilégié aussi, c'est l'alimentation liquide. Parce que l'alimentation liquide augmente la production du lait maternel. Effectivement. Donc, voilà ce qui est recommandé. Liquide comme quoi? Comme par exemple la boule, le tukudi que nous avons l'habitude de prendre, la bouillie, le lait aussi. Tout ce qu'elle peut avoir, en tout cas à portée de main qui est liquide, peut être recommandé pour la femme allaitante en vue d'accroître sa production de lait. Et est-ce qu'il y a des aliments qu'elle doit éviter qui peuvent être nocifs au bébé? Aliments, il n'y a pas d'aliments vraiment qu'elle ne doit pas consommer. C'est que la femme doit consommer, la femme allaitante doit tout consommer, mais avec modération. Peut-être le conseil qu'il faut donner ici pour les femmes allaitantes, c'est de revoir ou bien de diminuer la consommation du piment. Parce qu'il a été démontré que le piment passe dans le lait maternel et vraiment c'est une substance qui n'apporte rien à l'enfant. Donc, et ça peut-être avoir des conséquences sur la santé de l'enfant. Donc tout ce qu'il faut éviter en ce moment-là, c'est la consommation excessive, je dis bien excessive, du piment. D'accord. Alors, ce que je voudrais ajouter par rapport justement à ce point-là, c'est qu'il y a beaucoup de femmes justement, elles se disent qu'elles n'ont pas de lait, donc elles ne peuvent pas allaiter. Mais la production du lait est stimulée par la succion. Plus la mère allaite son enfant, plus elle produit du lait. Donc il y a beaucoup qui se disent non, je n'ai pas les moyens parce que je n'ai pas pu manger ça, parce qu'il y a tel aliment que dans leur culture, on dit que c'est ça qui augmente le lait. Elles n'ont pas ça, elles se disent qu'elles ne peuvent pas produire du lait. C'est la succion de l'enfant qui stimule la production du lait. Donc, tant que la mère allaite son enfant, elle va produire assez de lait qui répond aux besoins. Donc, si elle n'allaite pas bien l'enfant, la production sera moindre. Donc, c'est vraiment l'allaitement qui stimule cette production de lait pour l'enfant. C'est dans les cas de malnutrition extrême
que la mère peut ne pas produire du lait parce qu'elle est très, très malnutrie. Et ça, vraiment, c'est la malnutrition extrême. Et ce cas-là, on les retrouve dans 1% des cas. C'est très, très rare. Et c'est dans ce cas-là que ça aura une incidence sur la production du lait. D'accord. Alors, docteur Mariama, est-ce qu'il y a un rythme à respecter, un rythme d'allaitement? Quelles sont les heures d'allaitement que la maman doit respecter? Oui, en fait, il y a un rythme, il n'y a pas de rythme. L'allaitement doit être fait à tout moment. À tout moment, mais c'est un minimum de 8 fois par jour. Elle doit allaiter autant la nuit que le jour. Et comme Dr Aïssa l'a si bien dit, la succion favorise la production du lait. Donc les mamans, généralement, dès les premières heures, comme elles n'ont pas fait, si elles n'ont pas bénéficié donc de la mise au sein immédiate, elles se disent que dans les 24 heures, là, le lait n'est pas venu, elles n'ont pas de lait. Tout de suite, elles se précipitent vers les substituts de lait maternel. Et donc, l'enfant va s'habituer à l'autre lait. Il n'y a pas de succion de ce côté et le lait ne vient pas. Généralement, il nous arrive en consultation comme ça, avec des boîtes de lait, vous vous demandez, mais pourquoi il n'y a pas l'allaitement exclusif? Elles vous disent que non, que le lait n'est pas venu. Le lait n'est pas venu, mais il y a des conditions pour que le lait vienne. Okay. Et s'il arrive que le bébé aussi ne se sente pas bien ou qu'il est malade, est-ce que la maman doit continuer à l'allaiter? Exactement. C'est là où même il a beaucoup plus besoin de lait maternel, puisqu'on a vu que le lait maternel, en plus de la nutrition, joue un rôle de vaccin. Il joue un rôle de vaccin, ça va renforcer l'immunité du bébé. Si le bébé est trop faible pour téter du fait de sa maladie, elle va exprimer ce lait-là qui sera donc administré à l'enfant. S'il arrive à avaler, on peut lui donner ça à la seringue, voilà, ou à la tasse. Mais s'il ne peut pas avaler, on place une sonde nasogastrique d'alimentation et on passe le lait par la sonde jusqu'à ce que le bébé puisse avoir la force et le réflexe donc de sucer et de déglutir de lui-même. D'accord. Alors, docteur Aïssa, nous savons que, comme je l'avais dit dans l'introduction, nombreuses sont les mamans qui s'inquiètent quant à comment elles vont allaiter leur enfant dans ce contexte de Covid. Au niveau d'UNICEF, quelles sont les actions entreprises pour encourager les mamans à continuer à allaiter leur enfant pendant même cette pandémie de Covid-19? Merci. Bon, pendant cette pandémie de Covid, il y a beaucoup d'actions qui ont été entreprises pour pouvoir protéger l'allaitement. Donc, l'UNICEF est là en appui au ministère de la Santé. Donc, on a travaillé avec le ministère de la Santé et à travers le ministère de la Santé, à travers le groupe technique nutrition, il y a des directives qui ont été élaborées au niveau du ministère de la Santé pour le pays par rapport à l'alimentation de nourrissons et du jeune enfant pendant la période de Covid. Et aussi, il y a un document concernant contenant des messages. Quels sont les messages clés que nous devons passer pendant cette période de Covid pour les mamans, que ce soit pour les mamans, les décideurs, les grands-mères, les papas, les agents de santé. Les messages ont été aussi développés en collaboration avec le ministère de la Santé. Tous ces messages ont été développés pour que pendant cette période de Covid, les mamans puissent continuer à avoir ces messages-là. Donc, en dehors de ça, on a utilisé beaucoup de plateformes pour faire passer ces messages. Les radios communautaires, les plateformes, les Facebook, WhatsApp, tout est en train d'être utilisé pour faire passer ces messages au niveau du terrain et aussi dans la communauté pour qu'ils puissent avoir les informations. De même, les activités, il y avait déjà des activités de routine qui étaient là, qui sont en train de continuer. En termes de documents aussi, le ministre de la Santé et l'UNICEF et puis l'OMS ont signé aussi une déclaration conjointe sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant qui relate vraiment quelles sont les recommandations à utiliser, les recommandations pour cette période-là, mais aussi surtout en période d'urgence, comme je l'ai dit, il faut protéger l'allaitement parce que les gens se mettent en tête, je suis malade, il y a telle chose, je ne dois pas allaiter ton enfant. Et aussi lutter contre les substituts du lait maternel parce que le constat est que pendant les périodes d'urgence, on a l'habitude de faire des dons, les gens font des dons et ce qui fait que quand ils font des dons de substituts du lait maternel, on arrête. Donc vraiment un des objectifs aussi de cette déclaration, c'est vraiment de protéger les enfants
et protéger aussi les mamans contre ces dons de substituts de lait maternel qui met en péril l'allaitement. D'accord. Alors, Madame Diakité, donc c'est à partir de 6 mois qu'on devrait y ajouter un complément d'aliment de l'alimentation du bébé. Donc, qu'est-ce que vous conseillez généralement aux mamans de donner au bébé à partir de 6 mois? À partir de 6 mois, comme on l'a dit, il faut bien une alimentation de complément parce qu'en ce moment-là, le lait maternel ne suffit plus pour répondre aux besoins de l'enfant. Donc, le plus souvent, ce que nous conseillons, c'est de l'alimentation faite à base de recettes plutôt faites à base d'aliments locaux. Donc, les aliments locaux que nous disposons, nous avons des fruits, nous avons des légumes, nous avons des céréales, n'est-ce pas? Et nous pouvons utiliser tous ces aliments locaux-là pour faire ou des bouillies ou des purées à l'enfant et commencer à lui donner à partir de 6 mois, ne serait-ce qu'une cuillerée à soupe 1 à 2 fois par jour, voire 3 fois, le temps qu'il s'habitue. Et au fur et à mesure que l'enfant grandit, on varie l'alimentation, on augmente la fréquence et on augmente aussi la quantité au fur et à mesure que l'enfant grandit. Donc, il faut tout juste retenir ici que on l'a toujours dit, on ne se fatiguera pas de le dire. Vraiment, pour le bébé, l'aliment idéal de la naissance jusqu'à l'âge de 6 mois n'est rien d'autre que le lait maternel. À partir de 6 mois, comme vous venez de le dire, l'alimentation de complément s'impose parce qu'il y a 50% des besoins de l'enfant qui doivent être apportés par cette alimentation de complément. Et vraiment, nous conseillons vivement ici l'utilisation des aliments locaux, nos aliments vraiment locaux. Ce n'est pas la peine de chercher les aliments industriels, les conserves et autres, effectivement, pour nourrir l'enfant. Nous avons tout ce qu'il faut au niveau local pour subvenir aux besoins de l'enfant. Nous avons des fruits, nous avons des légumes, nous avons des céréales, nous avons des légumineuses. Toutes ces substances sont des aliments qui sont vraiment nécessaires, et qui sont bénéfiques vraiment dans l'alimentation de complément de l'enfant. D'accord. Voilà. Alors, docteur Mariama, d'aucuns disent qu'une maman qui contracte une grossesse alors qu'elle allait déjà un bébé doit catégoriquement, immédiatement arrêter l'allaitement. Qu'en est-il réellement? Mais malheureusement, c'est ça en fait qui la catastrophe dans notre pays. Parce qu'on se dit que non, quand la mère est enceinte, donc le bébé qui est là, qui vit déjà, ne doit plus téter du fait que le lait là ne lui appartient plus, ça appartient à celui qui va venir plus tôt. Et donc tout de suite, on fait un arrêt brusque. Il y aura donc l'enfant n'est pas habitué déjà à cette alimentation de complément puisque elle est progressive. L'enfant, il y aura cette carence affective. Non seulement on le coupe de ce lait, mais généralement, ce qui se fait, c'est qu'on le déplace même carrément de la famille. Il va chez une grand-mère ou en tout cas un autre membre de la famille. Alors que ce lait maternel a contribué à renforcer le lien entre lui et la mère. Et quand on coupe ce lien, l'enfant, psychologiquement, il est perturbé. Rien que ça va faire en sorte qu'il ne va pas accepter l'alimentation qu'on va lui donner. Et si déjà il n'est pas habitué encore à cette alimentation de complément, donc c'est la malnutrition. Et c'est ce qu'on est en train de vivre dans nos différents centres de CRENI. La plupart des enfants malnutris qui nous arrivent, en tout cas qui ont plus de 6 mois, vous allez constater que c'est la grand-mère qui les accompagne parce que la mère est au village ou ailleurs avec un nouveau bébé. Donc, ils sombrent dans la malnutrition. Le sevrage, il doit être très progressif. Il ne doit pas être brusque. Il ne doit pas être brusque puisque tout de suite, Madame Diakité l'a dit, même l'alimentation, quand on l'apporte, c'est de façon progressive. On ajoute en quantité de façon progressive. Donc, même quand elle est enceinte, elle doit poursuivre l'allaitement. Ça n'a rien à voir. Il peut continuer son allaitement pendant qu'elle essaie de diversifier donc son alimentation jusqu'à ce qu'il puisse mieux grandir et accepter toute la diversification et pouvoir donc grandir avec l'alimentation de complément. Et maintenant, donc, on diminue d'abord sur les fréquences de tétée jusqu'à pouvoir arrêter. Le sevrage, il doit être tout le temps progressif, jamais brutal. D'accord. Alors, docteur Aïssa, on sait que, comme l'a expliqué la spécialiste, le lait maternel, il protège l'enfant. Donc,
Parlant du coronavirus, donc ces enfants allaités, est-ce qu'ils sont protégés contre le coronavirus? Normalement, oui. Parce que le coronavirus est une infection. Et comment je vais dire, et le lait maternel contient des anticorps qui protègent. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas développer la maladie. Ils doivent être protégés. Ils doivent être protégés et avoir les gestes barrières pour ne pas être mis en contact avec la maladie. Madame la pédiatre, est-ce qu'il y a, quelles sont les conséquences, les risques sanitaires auxquels le bébé fait face à une mauvaise alimentation? Quels sont les risques sanitaires? Ou bien lorsque le bébé est alimenté ou allaité dans un endroit insalubre? Est-ce qu'il fait face à certains risques sanitaires? Bien sûr, parce que là, ce sont les infections, les maladies diarrhéiques, la malnutrition et tout, puisque c'est un cercle vicieux en fait. Tout ce qu'on est en train de dire, vraiment, c'est dans un respect des règles d'hygiène. Parce que si l'hygiène n'est pas respectée, c'est sûr que donc l'enfant va être infecté d'une manière ou d'une autre. Et donc, quand il n'est pas allaité aussi, donc il ne bénéficie pas de ces anticorps qui va le rendre encore plus vulnérable à ces infections-là encore. Donc, toutes les infections seront là, il sera exposé à toutes les infections. Donc, plusieurs maladies à tous les niveaux. Voilà. Alors, docteur Aïssa, à travers vos sensibilisations à l'endroit des femmes pour les encourager à allaiter, quelle est donc la portée de toutes ces séances de sensibilisation? Est-ce que vous avez constaté un changement de comportement? Est-ce que ça a donné ses fruits? Comment ça se passe? Oui, je parle sous le contrôle de Hafsa Toukié du ministère de la Santé. Je pense que c'est un travail de longue haleine. Le changement de comportement, ça demande beaucoup de temps. Donc, quand on sensibilise, il y a tout un processus. C'est pour ça qu'on appelle ça processus de changement de comportement. On passe les messages. Il faut que la maman, les parents ou bien la personne qui est en face de vous accepte d'abord le comportement. Il accepte d'essayer. Et quand il va essayer, il va maintenir ce comportement-là sur les années. Et il va parler avec les autres et convaincre certaines personnes. Je pense qu'on est dans ce processus parce que quand on regarde les données pour le Niger, malheureusement, depuis 2018, on n'a pas de DSN, mais le taux d'allaitement était faible. Le DSN 2006, après en 2012, on a pu avancer. Ça a montré qu'il y a vraiment eu des avancées. Maintenant, on a aussi des enquêtes SMART qu'on est en train de faire, étant donné que depuis 2012, on n'a pas eu de choses, on n'a pas eu d'autres enquêtes, mais on a fait les enquêtes nutritionnelles avec la méthodologie SMART en 2019 qui montre qu'on est à 21%. On n'est pas encore au top, mais il y a des progrès qui se passent. Il y a des progrès sur le terrain et on essaie d'intensifier, d'appuyer le ministère de la Santé pour que ces actions de sensibilisation, comme vous dites, mais juste pour des actions de communication puissent être intensifiées pour qu'on puisse changer les choses. On espère. Et comme nous sommes presque à la fin de cette émission, quel conseil aux mamans qui ont toujours des préjugés, qui disent qu'elles ne peuvent pas continuer à allaiter leurs enfants dans ce contexte, quel conseil donner à ces mamans? Donc, moi, le conseil que je donnerais, c'est que quel que soit le moment, le lait maternel est le meilleur de lait pour l'enfant. Parce que ça permet de donner un bon départ à l'enfant dans la vie. Ça permet une bonne croissance pour sa vie. C'est immédiat. Les avantages de l'allaitement, c'est des avantages immédiats et aussi à long terme, tout au long de sa vie. Et les avantages de l'allaitement, c'est pour l'individu, c'est-à-dire que c'est au niveau individuel. Il y a des avantages pour l'enfant, il y a des avantages pour la mère, pour la famille, la communauté et la nation tout entière. Si nous avons un bon taux d'allaitement maternel au Niger, nous allons développer notre pays par rapport à ça. Nous allons, dans le futur, avoir des enfants qui sont bien portants, qui auront de bons quotients intellectuels et on va développer notre pays par rapport à ça. Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que l'allaitement maternel, c'est pas seulement une seule personne. C'est pas la maman. Surtout dans ce contexte du Covid, les mamans ont besoin d'être soutenues, d'être entourées par la famille pour pouvoir bien conduire l'allaitement et bien s'occuper des enfants. D'accord, merci à vous. Alors, Madame Diakité, vous êtes nutritionniste. Quel appel aux mamans pour les encourager vraiment à continuer à allaiter leurs enfants pendant même cette pandémie de Covid-19?
moi, je dirais que ce n'est pas un appel que je vais lancer, mais c'est un cri de cœur, n'est-ce pas, par rapport à cette question d'allaitement-là autour des mamans, des jeunes mamans et même des multiparents. Et l'appel que je lance ici, ou bien le cri, comme je l'avais dit, que je lance ici, c'est vraiment que ces mères, d'abord, fassent la mise au sein immédiate après l'accouchement, c'est-à-dire que dès qu'elles accouchent, que ce soit par voie naturelle ou par césarienne, qu'elles insistent pour qu'on leur donne leur bébé pour la mise au sein immédiate. Oui. Parce que tout simplement, la mise au sein immédiate permet au bébé de profiter du colostrum. Le colostrum, c'est ce premier lait, la jaunâtre, qui contient beaucoup d'anticorps et de matières grasses, des lipides, n'est-ce pas, et qui sont bénéfiques à ce bébé-là pour cet âge-là. Maintenant, la deuxième chose, après la mise au sein immédiate, c'est de continuer avec l'allaitement maternel exclusif. L'allaitement maternel exclusif sous-entend ne rien donner à l'enfant jusqu'à l'âge de 6 mois, ne rien donner que du lait maternel. Ne pas donner de l'eau, ne pas donner de décoction, ne pas donner de zamzam comme on a l'habitude de donner ou de l'eau de date. En tout cas, rien d'autre que le lait maternel jusqu'à l'âge de 6 mois. Et vraiment, pour toujours ces mamans-là, le cri, c'est de continuer l'allaitement maternel jusqu'à l'âge de 2 ans au moins. Pourquoi? Parce que tout simplement, le lait maternel contient tous les éléments d'abord nutritifs dont l'enfant a besoin. Et le docteur l'a déjà dit, il contient des anticorps pour protéger l'enfant contre les maladies. Il est très avantageux en fait pour le bébé. Et ce n'est pas pour le bébé seulement. Il a aussi des bénéfices et il est très avantageux aussi pour la mère parce qu'il permet à la mère de se protéger contre certains types de cancers comme le cancer du sein ou de l'utérus et même de l'ovaire. Il permet à la mère de faire un espacement de naissance, si vous voulez, parce que la mère qui allaite bien son enfant, tel que recommandé, vraiment n'a pas de risque de contacter une nouvelle grossesse. Donc, vous voyez, le lait maternel contient beaucoup d'avantages. En plus, il est sûr, parce que du sein de la mère, il va directement dans la bouche de l'enfant. Il est gratuit, il est idéal pour les besoins nutritionnels de l'enfant et il est tout simplement l'aliment idéal pour le nouveau-né. D'accord. Merci à vous. Je termine avec vous. Docteur Mariama, vous êtes sur le terrain, en contact toujours avec les mamans et les bébés. Donc, quel est votre appel à l'endroit de ces mamans? Moi, mon appel, c'est que je veux vraiment interpeller les mamans par rapport donc, à cet allaitement maternel, surtout à cette période-là, les 1000 premiers jours de la vie. Les 1000 premiers jours de la vie sont vraiment une fenêtre d'opportunité à saisir. Quand je dis 1000 premiers jours, donc de la naissance à l'âge de 2 ans, là, c'est vraiment une fenêtre d'opportunité à saisir parce que ces 2 premières années sont cruciales pour l'enfant. Elles sont cruciales. L'allaiter comme ce que les autres ont dit, allaiter, mais allaiter pour suivre l'allaitement jusqu'à l'âge de 24 mois, puisque l'alimentation de complément, elle vient, comme le nom le dit, en complément au lait maternel. Donc, un enfant qui bénéficie vraiment donc, d'une bonne alimentation ces 2 premières années de vie tombe moins malade. Donc, on va avoir non seulement des enfants qui seront bien nourris, des enfants en bonne santé, des enfants intelligents. Docteur Aïssa a insisté là-dessus, puisqu'on n'en a pas parlé, c'est qu'il y a dans le lait maternel des substances qu'on appelle les galactocérobrosidés qui n'existent que dans le lait maternel, qu'on ne trouve pas dans les substituts de lait. Et ils éveillent l'intelligence puisqu'ils contribuent à la maturation du cerveau. Et ce cerveau acquiert sa maturation pendant ces 1000 premiers jours-là. Donc, ce sont des enfants qui seront intelligents, qu'on va avoir en bonne santé, bien nourris, donc afin qu'ils puissent donner plus tard, donc naissance, si vous voulez, donc à une nation une meilleure nation qui peut concurrencer en fait sur le monde entier. D'accord, merci bien à vous, merci chers invités. Donc, chers auditeurs et auditrices de Studio Kalangu, comme vous l'avez si bien entendu, le lait maternel est très avantageux pour le nouveau-né. Il est donc nécessaire pour les mamans de continuer à allaiter leurs enfants, même pendant cette période de Covid-19, car le lait maternel contient des anticorps qui protègent le bébé. Et c'est ici que prend fin cette émission. Nous étions avec Madame Hafsatou Diakité. Elle est nutritionniste à la direction de la nutrition. Merci Madame. Docteur Aïssa Soumana, spécialiste en nutrition à l'UNICEF
l'UNICEF, merci à vous. Et Dr Mariama Sidi, elle est pédiatre, merci également à vous. À la présentation, c'était Nafisa Adam Sirfo, à la technique Issa Kalawali, à la régie vidéo Mustafa Ayouba. À très bientôt pour une nouvelle thématique sur le studio Kalangu. Au revoir.